Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews. Aujourd'hui, j'interviewe Romain, donc coach à l'Inter 92, assistant championnat de France et coach région Super Elite. Donc bonjour Romain. Salut Ray, ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais. Alors je m'appelle Romain Jean-Noël, j'ai 27 ans. Ça fait maintenant 22 ans que je suis dans le milieu du basket. J'ai commencé tout petit à la JSF Nanterre. J'ai fait toutes mes années jeunes et puis depuis quelques années, une petite dizaine d'années, j'ai commencé le coaching sur les équipes jeunes à Nanterre toujours. Super. Donc déjà, première question que je vais te poser, comment tu as commencé le basket? Pourquoi le basket? Parce qu'il y a beaucoup d'autres sports. Donc comment ça s'est fait? Comment tu es tombé dans la marmite, on va dire? Alors ça s'est fait totalement au hasard. Au départ, en fait, moi, mon papa faisait du foot. Je l'accompagnais partout dans ses déplacements. Donc j'étais vraiment piqué par le foot. Je regardais que ça à la télé. Et ma grande sœur, qui a tout juste un an de plus que moi, en fait, a commencé le basket par hasard. Elle voulait tester un sport. Je l'ai accompagnée au premier entraînement parce que j'ai pas pu. Personne pouvait me garder à la maison. Et en fait, le coach a vu que j'avais un ballon dans les mains. Il m'a fait continuer en me disant c'est un entraînement gratuit, essaye. Et ben, j'ai jamais arrêté après ça. J'ai été piqué et aujourd'hui on y est encore. Alors que ma sœur a arrêté au bout d'un an. Donc c'est vraiment un hasard total. Okay. Un hasard total. Ok, super. Et est-ce que voilà, tu peux nous dire ton parcours, comment ça s'est fait après, quel niveau tu as joué et quel coach tu as eu voilà. Okay. Au début, donc j'ai fait des équipes vraiment tout petit, donc école de basket, j'ai fait un an. Après, j'ai commencé la compétition en mini poussin. On a fait directement champion départemental dès ma première année. Donc tout le côté compétition, la gagne, je l'ai eu très très vite. Mais tout en restant un vrai loisir au départ. Ça a commencé à devenir un peu plus sérieux en U13, où là on a été en super élite, on finit champion avec une équipe qui était très performante. Par la suite, j'ai fait, on va dire, une année et demie en U15 France. La première année où j'étais beaucoup avec le groupe région, mais je m'entraînais quand même avec le groupe France et j'ai fait quelques matchs, notamment sur les coupes secondaires, donc Coupe des Hauts-de-Seine et puis les qualifications pour l'Amicaline, etc. Deuxième année U15 France, et là je me suis dit que ça commence à devenir assez sérieux. J'ai voulu tester les centres de formation. J'ai été refusé partout, mais ça m'a pas empêché de continuer mon parcours tranquillement à un bon niveau régional. Donc globalement, c'était en jeune beaucoup de super élite. Avant de me blesser en deuxième année U20, donc je me fais une première rupture du ligament croisé genou droit. Je reviens à l'entraînement, premier entraînement retour, je me refais le même genou. Donc ça m'a mis 4 ans pour bien revenir de tout ça. Et après ça, en senior, ça a été départemental pour recommencer pendant 2-3 ans. Et derrière, j'ai rejoint le club de Chatou pour reprendre en R2. Ensuite, on fait montée R2, montée prénat. Et sur le troisième match de prénat, je me refais le ligament croisé. Donc, on peut dire officiellement fin de carrière à ce moment-là. Donc, c'était l'année dernière. Ok, d'accord. T'as parlé plein de choses. T'as parlé de toi en étant plus jeune, t'as parlé de toi plus vieux. Et justement, comment ça s'est fait cette transition vraiment départ prénat? Est-ce que ça a été quelque chose où vous y croyez, la prénat? Est-ce que quand vous êtes allé en R2, vous avez cet objectif-là? Est-ce que c'est venu un peu après, au fil des matchs? Comment ça s'est passé? C'est très bizarre parce qu'on est arrivé, en fait, moi quand j'arrive à Chatou, ils sortent d'une saison très compliquée où ils étaient, je crois, à 3 matchs de descendre et le groupe a presque pas bougé. Les ajouts qu'il y a eu étaient pas du tout des joueurs majeurs. On a été 3 recrues sur la première année donc en R2 et en fait on commence la saison, on gagne un match, on gagne 2 matchs. C'est pas explicable, je crois qu'on fait un 12-0 en première phase. On perd pas un match avec les mêmes joueurs, le même groupe, la même quantité d'entraînement. Enfin, il y avait rien qui a vraiment changé. Simplement, je pense que tout le monde s'est mis au diapason pour le même objectif. Et on a commencé à y croire. Et quand tu crois à quelque chose de très fort, en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter derrière. Et on avait quand même une équipe où on sentait qu'il y avait de la qualité sur tous les postes, des joueurs interchangeables selon les matchs. Donc, on est monté un peu comme ça. Et puis,
on prend goût à la victoire. Hein. Après derrière, à l'entraînement, c'est plus dur et tout s'enchaîne très vite, quoi. Et toi qui as connu du coup la départ, tu as connu les championnats de France jeunes, est-ce que tu peux vraiment faire un distinguo entre jouer dans un niveau peut-être départemental, jouer à un niveau régional, et peut-être jouer en championnat de France? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence en fait entre ce niveau-là et le niveau un peu plus haut? C'est très subtil parce que, alors, on va dire d'un point de vue général, clairement le niveau technique des joueurs est complètement différent, le niveau physique des joueurs est complètement différent. Et je pense que surtout en jeune, ce qui va faire la différence, c'est l'entraînabilité. 80% du temps se passe à l'entraînement. Et en fait, un joueur de basket de niveau national, c'est un joueur qui est capable d'assimiler déjà beaucoup de consignes très vite et de les reproduire sur le terrain de manière efficace le plus vite possible. Et je pense que ça, c'est la plus grosse différence. Là où je dis que c'est subtil, c'est que par contre, il n'y a pas de règle en fait. On peut commencer en tant que joueur départemental et puis d'un coup avoir un déclic, comprendre en fait ce qu'il faut pour devenir un joueur de niveau national. Et puis arriver au top niveau, on l'a vu sur beaucoup de joueurs, alors à des échelles beaucoup moins grandes, mais quand on prend un Adirifi qui a jamais joué en U15 France, aujourd'hui il est en équipe de France, il n'y a pas vraiment de vérité là-dessus, simplement il a compris tout ce que j'ai expliqué avant en fait, tout simplement. Et on parle quand même d'un gros comeback, de revenir d'une blessure, de jouer en départ et d'aller en prénat. C'est quand même un gros comeback. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que voilà, tu as eu des choses qui t'ont aidé? On parle beaucoup de l'entourage en ce moment avec les hauts et les bas dans les carrières du joueur. Est-ce que toi, ça t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à revenir sur le terrain et être performant? Alors moi ça a été déjà je suis piqué par le basket depuis très petit et j'avais encore cette envie de faire le maximum pour atteindre mon potentiel. Je parle toujours de potentiel personnel. Et je savais que j'étais pas arrivé au bout de ce que je devais faire en tant que joueur. Alors sans prétention, je savais que j'étais un joueur qui pouvait jouer à des niveaux National 3, National 2 peut-être avec du travail. Et je voulais retrouver ça aussi pour me prouver que j'étais capable de dépasser n'importe quelle épreuve dans la vie. Et il se trouve qu'en fait, c'était pas l'épreuve la plus dure, la blessure à ce moment-là. Moi, j'ai mon papa qui a eu des gros problèmes de santé, qui est décédé pendant ma période où je reprenais le basket à un bon niveau. Et en fait, ça m'a poussé à faire plus, toujours plus. Et ça m'a donné un sens à tout ça, en fait. Me dire, pendant sa période de convalescence, lui montrer qu'en fait, tout était possible et que si lui se battait, je me battrais encore plus fort. Et en fait, tout ça a permis cette évolution qui, pour moi, est normale, mais qui peut pouvoir être impressionnante pour les gens qui ont vécu la même chose que moi, effectivement. Ouais. Et du coup, on a beaucoup parlé de toi en tant que joueur. Et maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais en tant que coach aujourd'hui, quelles sont tes missions, voilà. Alors, je suis entraîneur sur les U15 régions à Nanterre. On évolue en super élite. Ce qui est bien, c'est que on est sur une phase de championnat qui est plutôt une phase de test, mais d'expérimentation, parce que la formule de championnat est telle que quand tu te qualifies en super élite, tu es déjà qualifié en playoff en fait. Donc tu as 10 matchs pour travailler et pour te placer en fait pour définir ton futur adversaire en playoff. Après, moi je le prends comme une phase vraiment, comme je disais, de test et d'expérimentation, parce que on a fait 10-0 en phase aller. Je sais à peu près quelle est notre place dans ce championnat si on joue avec notre valeur et ce qu'on est capable de faire. Donc là, le but, c'est vraiment travailler nos systèmes, travailler nos défenses. Donc on en est à peu près là. Et parallèlement, je suis assistant sur les U15 France avec donc comme coach principal Grégory Pernaut. Donc là, on évolue en élite, groupe A, c'est-à-dire poule haute, en championnat national. Toujours en quête de Final Four, même si c'est un peu compliqué. Donc mon rôle dans cette équipe-là, c'est plutôt axé sur l'individuel, les retours individuels, que ce soit basket ou même hors basket. Hein. De toute façon, on est sur de l'éducation, donc il y a un peu tout à travailler. Et puis beaucoup sur la défense, on essaie de se répartir les tâches un peu comme un staff professionnel, même si c'est moins clair que sur un staff professionnel. Mais voilà, mon but à moi, c'est vraiment d'être un peu plus calé sur la défense, notamment pendant les entraînements où c'est important de pouvoir voir les deux aspects en même temps. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour toi, le championnat de France? Est-ce que tu as déjà eu l'habitude par le passé? Et est-ce qu'il y a vraiment une différence entre coacher des joueurs hors championnat de France et coacher des joueurs championnat de France, même entre la super élite et l'élite? Est-ce que tu vois une différence?
La plus grosse différence que je vois, c'est dans le nombre d'entraînements, tout simplement. Le nombre d'entraînements qui est presque 2 fois plus grand que sur une autre catégorie. En U15 France, nous, on s'entraîne 4 fois par semaine. Et donc, ce qui amène à beaucoup plus de problématiques. Pendant les vacances, on fait 2 entraînements par jour, 5 fois par semaine. Donc, c'est une quantité d'entraînement qui est beaucoup plus grande. Après, ça reste le même métier qu'on fait. On est éducateur, on est technicien, mais simplement on adapte nos contenus au public qu'on a en fait en face de soi. Et la dernière chose, je dirais, par rapport, et ça c'est spécifique à la catégorie U15, c'est qu'on a des joueurs qui sont au pôle espoir et donc ils ne s'entraînent pas avec nous sur 4 entraînements, enfin 3 entraînements sur 4, et qu'on voit simplement le vendredi soir à l'entraînement et le dimanche en match. Donc il y a quand même un, voilà, pour moi la plus grosse différence. Et puis derrière, forcément, et ça on va pas se le cacher, dans la qualité des joueurs qu'on a sur le terrain. Là, on est sur une équipe, par exemple, cette année avec un poste 5 qui a 14 ans, qui fait 2,7 m, 114 kg, qui va être pris à l'INSEP. Mon poste 5 en U15 région, qui est un joueur dominant à son poste, fait un 92 et 85 kg. On n'est pas du tout sur les mêmes dimensions de joueurs, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques aussi. Et pour moi, c'est ce qui fait la plus grande différence. Ouais. Parlons-en de ce métier d'éducateur coach. Alors, pour toi, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le terme éducateur et le terme coach? Moi, j'essaie de les lier intimement, mais dans l'idée, en tant que définition, oui, c'est complètement différent. L'éducateur, c'est quelqu'un qui va créer des hommes, qui va créer un citoyen, donc qui va être beaucoup axé sur des valeurs limite extrasportives. Le coach, lui, c'est un technicien, donc son support de travail, c'est le terrain, c'est le ballon, c'est le joueur. Euh, Maintenant, je pense que voilà, pour être efficace dans ce qu'on fait avec des jeunes, il faut pouvoir allier les deux, que le discours de l'éducateur soit au service du discours du coach et que le discours du coach soit au service du discours de l'éducateur. Je prends quelque chose de simple, mais la valeur du respect, euh, on peut l'avoir d'un point de vue civil, donc respecter la personne qu'on a en face de toi, respecter le terrain sur lequel tu joues, respecter tes coéquipiers, mais c'est aussi respecter le travail que tu vas fournir techniquement, respecter les consignes. Voilà, c'est une notion que tu peux un petit peu utiliser partout et mettre en commun en tant qu'éducateur comme en tant que coach, quoi. Donc il y a une grosse différence, mais mon but, moi, c'est de mêler les deux pour que ce soit assez homogène dans le discours. Et justement, tu as rebondi un petit peu sur la question d'après. Quelles sont les valeurs que toi, tu souhaites transmettre? Quelles sont les choses sur lesquelles tu insistes en tant que coach? Alors, la première, c'est le respect. Parce que pour moi, sans respect, on n'arrive pas à grand chose dans la vie en général en collectivité. Maintenant, pour aller plus loin dans le travail, je demande beaucoup d'humilité. On est personne, potentiellement on ne deviendra personne de plus grand que les autres, mais avec l'humilité, on peut quand même accomplir de grandes choses et être capable de se dépasser, parce qu'on est encore faim tout le temps, tout simplement. L'humilité, le respect, l'amour, quand même, je pense que c'est important. Euh, Tu parles d'amour du jeu ou tu parles d'amour en général entre personnes? Ouais, l'amour du jeu. De toute façon, je pense qu'en général, quand on joue à un certain niveau, on est passionné. C'est des exceptions, hein, les personnes qui n'aiment pas le basket et qui jouent à niveau national. Mais voilà, aimer son sport et dans l'amour, en fait, l'amour, ça va réunir le respect, l'humilité, en fait, tout le reste de ces valeurs-là. Et donc, moi, j'essaie de la mettre au centre de mon discours. Aimer ses coéquipiers, aimer ses coachs, aimer les accompagnateurs, aimer, euh, aimer travailler. Ça peut être aussi aimer des valeurs, hein, c'est tout bête, mais voilà, moi je passe ça au centre de mon discours et c'est ce que je demande à mes joueurs, d'être des personnes aimantes, des personnes aimables. Quand je dis aimable, c'est pas juste poli, mais c'est être une personne en capacité d'être aimée, tout simplement, qu'on puisse aimer le joueur qu'on voit, aimer le travailleur qu'on voit à l'entraînement et puis aimer la personne qu'on a en face de toi quand on a plus le short, les belles chaussures et qu'on n'est plus devant 100 personnes. Voilà, c'est tout ça, quoi. Et bon, question très très compliquée, il y a beaucoup de réponses. Qu'est-ce qu'un bon coach? Bonne question. Pour moi, un bon coach, ça commence par être une bonne personne. Tu as quand même
le développement alors dans mon cas de jeunes joueurs et de jeunes personnes en face de toi, tu as cette responsabilité-là. Si t'es pas une bonne personne, t'en feras pas des bonnes personnes, concrètement. Donc je pense que ça commence par là, être capable de cibler les bonnes valeurs, d'avoir les bons mots envers tes gamins, les bonnes attitudes. Ça commence par là. Maintenant, un coach, comme je disais précédemment, c'est un technicien. Et donc, c'est quelqu'un qui est sans cesse en quête de savoir sur son sport, sur toutes les composantes de ce sport-là, que ce soit technique, tactique, individuelle, collective, euh, physique. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est toujours en recherche pour amener justement cette dimension de travail acharné qu'on demande à nos joueurs tout le temps. Ça commence par le coach, tout simplement. Si le coach ne bosse pas, les joueurs ils auront pas envie et puis ils verront pas l'intérêt de se donner. Donc pour moi, c'est un petit peu ces deux composantes-là en principal. Ouais. Et justement, avec tout ce que tu as dit, quels seront tes conseils pour un coach qui débute? Qu'est-ce que tu lui dirais en premier, d'appliquer en premier? Déjà, c'est de se forcer à avoir confiance en soi. C'est pas quelque chose de naturel et de simple, mais on est face à un public qui va avoir besoin d'être rassuré, tout simplement, de savoir qu'il fait la bonne action, qu'il travaille dans le bon sens. Et si l'entraîneur n'a pas confiance en son discours, c'est compliqué de le suivre derrière. Donc ça, ce serait la première chose. Et la deuxième, c'est de pas hésiter à se tromper, en fait. D'y aller, de faire comme quand on joue au basket, tout le monde a le droit à l'erreur. On parle souvent du fait que les coachs, alors, on n'en parle pas vraiment, mais dans l'imaginaire des gens, un coach, c'est quelqu'un qui se trompe jamais. C'est faux. Et les plus grands coachs, comme les plus grands entrepreneurs, comme les plus grands joueurs, se sont trompés plus que, des fois, peut-être même plus qu'ils ont réussi. Donc, c'est de tenter des choses, mais par contre, d'y aller à fond. C'est-à-dire que tu travailles, tu comptes ta séance, tu la montres à tes joueurs, et être capable de se remettre en question derrière, tout simplement. Donc, tu as dû connaître plein de moments dans le basket, pas seulement en tant que joueur. Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir qui t'a marqué en tant que coach, un joueur, ou qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ça? Alors, en tant qu'entraîneur, je pense que mon meilleur souvenir global, c'est d'avoir gagné je sais plus exactement, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. On a gagné le tournoi international mini basket de Bourbourg, qui est un tournoi vraiment prestigieux pour le coup pour cette catégorie d'âge qui se déroule dans le Nord tous les ans sur le week-end de Pâques, qui regroupe, je crois que c'est 26 équipes d'un bon niveau vraiment en français et international. On a une finale à jouer devant 600-700 personnes avec un live suivi par 2000 personnes sur YouTube. Enfin, vraiment le truc pour des U11 qui a l'air assez irréel. Et de l'avoir gagné vraiment sur le fil contre une super équipe de Créteil, ça a été super bien avec une belle génération et puis un coaching staff qui pour moi veut dire beaucoup. Il y avait Kevin Donadieu qui est la personne qui m'a aidé à commencer le coaching et qui a été un peu mon mentor pendant 6 ans sur les catégories jeunes. Son frère Lucas Donadieu avec qui j'ai joué pendant presque 20 ans et qui est toujours au club en tant qu'entraîneur aussi. Donc clairement une histoire de longue date avec lui. Et puis Pierre Molena qui est un très jeune coach qui joue encore au club aussi, qui je pense est prometteur dans l'avenir dans le coaching et qui on s'entend très bien et avec qui j'espère, avec qui on pourra peut-être collaborer un moment pour une ou deux équipes, on verra. Super. Alors, tu as vu plein de basket, tu as vu énormément de pays, je pense, jouer au basket. Est-ce que tu vois vraiment la France comme un pays qui a du prestige international? Comment se situe par rapport aux autres pays? Globalement, en jeune, on est très fort. Globalement, les très bonnes équipes françaises s'assoient à la table des très bonnes équipes en Europe. Pour une raison, je pense, qui est assez simple. Athlétiquement, il n'y a pas de France en Europe. C'est bête, mais même je rajouterais, sans vouloir exclure les autres régions, mais athlétiquement, il n'y a pas deux îles de France en Europe, voire même dans le monde. Avoir cette densité de joueurs et de phénomènes athlétiques dans un espace aussi réduit, c'est assez rare. On voit que c'est des joueurs qui sont très demandés en NBA. Si on regarde la dernière draft, c'est des profils athlétiques qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a en Ile-de-France. Maintenant, je pense qu'on est, et c'est lié aussi à cette domination-là, beaucoup moins intelligent dans le jeu que les autres pays. Là, la semaine dernière, j'étais à Mulhouse avec les U15 France pour le Kids Game. On a joué des équipes comme notamment l'Alba Berlin, qui individuellement n'a pas forcément de gros prospects. Il n'y a pas de joueur qui sort du lot, on se dit tiens lui, attention, mais par contre chaque joueur sait ce qu'il a à faire sur le terrain
à des lectures qui sont justes par rapport à la défense, des lectures défensives qui sont justes. Et les moments où ils vont se faire avoir, c'est justement les moments où athlétiquement ils vont pas pouvoir suivre le rythme. Mais globalement, moi, c'est vraiment la différence que je vois. Et notre domination athlétique est telle que, en fait, on domine malgré ces manques-là. Et on arrive à les développer plus tard. Donc, je pense qu'on a une bonne place dans le basket européen quand même. Et puis, de toute façon, ça se voit sur les compétitions internationales en jeunes et en seniors aussi, avec nos équipes de France A qui sont médaillées vraiment très régulièrement depuis quelques années. Ouais. On a parlé de la France en général, on a parlé de l'Île-de-France aussi. Et on va parler un peu plus spécifiquement de Nanterre 92. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre Nanterre et les autres clubs d'Île-de-France ou même de France? Comment tu vois comment t'expliques que Nanterre 92 a une grosse place chez les jeunes, car on sait qu'on domine le championnat français en moins de 15 ans, en moins de 18 ans, ça arrive petit à petit. Mais comment t'expliques vraiment que chez les jeunes à Nanterre, il se passe quelque chose de incroyable chaque année? Je pense que c'est lié à l'histoire du club. Avant même d'être un club professionnel, c'est un club qui a toujours su travailler à l'endroit, je pense. Quand je dis travailler à l'endroit, c'est travailler avec les bonnes valeurs et de la bonne manière. C'est un club qui a, moi que j'y suis depuis très longtemps, qui n'a pas beaucoup changé en fait, malgré l'évolution assez fulgurante de l'équipe professionnelle. C'est toujours à travers de l'humilité, du partage, du respect et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Tout le monde est capable de, de faire plus que ce qui lui est demandé. Tout le monde a envie de faire plus pour cette entité-là, pour les personnes qui la composent. Hein. Je pense à la famille Donadieu qui, pour beaucoup de jeunes, ont été un peu une famille d'accueil. Et je pense que ça se ressent beaucoup quand on parle à d'autres gens dans le basket français, que ce soit niveau pro ou pas du tout, nous disent tout le temps Nanterre, qu'est-ce qu'on aime ce club, les valeurs, et je pense que c'est ça qui attire, c'est ça qui fait un peu notre spécificité. Et puis en plus de ça, on reste dans une région où il y a quand même comme on disait tout à l'heure, athlétiquement, des joueurs qui sportivement sont intéressants. Et puis on s'est créé une identité basket qui fait que les gens viennent. On voit de plus en plus aujourd'hui dans les équipes toutes jeunes des anciens pros qui mettent leurs enfants chez nous et qui font confiance à la formation nantérienne. Et je pense que c'est lié à tout ça. On peut pas parler de basket et de Nanterre sans parler de Victor. Je sais que tu as eu l'occasion de le côtoyer, d'échanger avec lui plusieurs fois. Qu'est-ce qui fait de Victor un joueur si spécial? Je pense que ça commence humainement. Alors il y a forcément la taille. Voilà, 2,25 m qui peut se mouvoir comme ça dans l'espace et avec une dextérité pareille, on n'a jamais vu ça, ou très peu en tout cas. C'est quelque chose d'assez spécial pour être remarqué. Mais avant tout, c'est humainement. Humainement, c'est un gamin qui est mature et beaucoup plus mature que les gamins de son âge depuis toujours. Il n'a pas attendu d'être au haut niveau pour être comme ça. C'est un gamin qui est intelligent, qui comprend très vite ce qu'on lui demande, comprend pourquoi il fait les choses et sait pourquoi il fait les choses de telle ou telle manière. Donc il a une capacité d'analyse, je pense, qui est au-dessus de la moyenne. Et tout ce mélange-là fait que de toute façon, il est spécial. Et nous, il nous a laissé une trace, justement, je pense qu'il va aider les coachs déjà à s'adapter à des joueurs aussi spéciaux, parce qu'il y en aura d'autres. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas tout le temps, mais il y en aura d'autres, et être capable justement de les mettre dans les meilleures conditions et de s'appuyer sur ce qu'on a fait autour de Victor pour le reproduire chez d'autres. Donc on a parlé de beaucoup de choses, pas qu'en tant que joueur, en tant que coach. Et qu'est-ce que tu dirais pour un joueur qui aimerait jouer au plus haut niveau? Tout simplement travailler dur, travailler très dur, de dédier un petit peu une grosse partie de sa vie à ça, d'être prêt à faire des sacrifices d'une part, ça c'est la partie un peu moins rigolote. Maintenant, on peut pas être performant dans quelque chose qu'on n'aime pas. Ça fait rêver de de jouer au niveau devant des milliers de personnes avec un salaire mirobolant, etc. Mais ça a quand même un prix tout ça. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, on n'ira pas si loin. Et en tout cas, on pourra aller loin, mais pas longtemps. Le conseil que je donnerais, c'est d'abord apprendre à aimer ce qu'on fait, apprendre à s'aimer dans ce qu'on fait, à apprécier la personne qu'on est et le joueur qu'on est, puis derrière de travailler, d'écouter les coachs qui connaissent leur sport, de se documenter au maximum et de comprendre ce qu'on fait, tout simplement. Et avec tout ton parcours et tout ton vécu dans le milieu du basket, qu'est-ce que tu dirais au toi âgé de 20 ans? De croire en soi, c'était une période compliquée à 20 ans, avec entre les blessures. En début d'interview, je parlais de mon papa qui a eu des gros problèmes de santé. Donc j'ai eu un parcours assez atypique, mais
avec des doutes. Et moi, je dirais à ce gamin-là de faire exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire ne doute pas, continue d'avancer, crois en toi. Tu n'arriveras pas tout de suite à ce que tu veux. De toute façon, personne n'arrive en un claquement de doigts à sa destination. C'est un long travail et voilà, d'aimer chaque seconde de ce travail-là, de le vivre avec intensité et de n'avoir aucun regret, tout simplement. Voilà, je pense que c'est les mots que j'emploierais au Romain qui avait 20 ans et qui savait pas où il était, savait pas où il allait, quoi. Voilà. Et dernière question. Alors le basket francophone est en croissance avec tout ce qui se passe. Comment on pourrait encore plus mettre justement l'univers basket au centre, au devant de la scène? Bah, déjà, d'un point de vue performance, on est déjà très bien placé. Et là, c'est pas juste en Europe, c'est pas à notre petite échelle, mais c'est mondialement. On est très bien placé. On a parlé de nos joueurs en NBA, on a parlé un petit peu de l'équipe de France. Enfin, voilà. Niveau performance, on est là. Moi, je pense qu'il y a déjà un gros problème de médiatisation du basket en France. Sans parler de notre championnat, mais déjà de voir que les chaînes publiques n'investissent pas plus que ça sur la NBA, sur les compétitions internationales. Je pense qu'on a un gros travail à faire là-dessus. On a un gros travail à faire, et ça c'est plutôt au sein des clubs, sur tous les moyens mis en place pour faire réussir un jeune, que ce soit dans un projet sportif, mais aussi dans un projet scolaire. Aujourd'hui, pour avoir travaillé un peu pour le centre de formation de Nanterre, très peu d'établissements proposent des emplois du temps adaptés, de favoriser peut-être des cours à distance pour aider un jeune à vraiment mener à bien et à 100% un double projet sur de la haute performance. Donc on a peut-être ça déjà à mettre en place. Et puis tout simplement continuer ce qu'on est en train de faire de bien, apprendre de ce qu'on fait de moins bien aussi en général, d'un point de vue plus spécifique dans le basket. Et ça passe par une grosse remise en question de tout le monde, de l'humilité de la part de tout le monde, et notamment pour que notre fédération prenne les meilleures décisions possibles et faire grandir notre sport à l'international. Super, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un message à faire passer à quelqu'un, voilà, aux jeunes, hein, qui veulent se lancer dans un projet, ou même peu importe dans le sport, dans la musique, etc., qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ce jeune-là, à cette génération? Crois en toi, tout le monde a un potentiel quelque part. Si c'est au basket, tant mieux. Si ça ne l'est pas, ce sera ailleurs. Simplement écouter la petite voix qu'on a en soi, et puis tout faire avec amour, avec intensité, ne jamais rien regretter. Et comme tout ce qu'on fait dans la vie en général, essayer de faire les choses bien et en respectant l'éducation de vos parents surtout. C'est super. Merci beaucoup Romain pour cette interview, ça fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux et on se revoit une prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus. Nickel. Des interviews. Aujourd'hui je coach. Putain. Je m'assois du coup. Romain Jean-Noël, 27 ans. Clap. Test, 1, 2, 1, 2, test. Test micro, ouais, ça marche le micro. Pas mal trash talké. Il a triché. Le ballon, c'est le sien. Ok.